qui a refusé de rester muet face à l'horreur des images diffusées en direct sur nos téléphones portables. Un mouvement politique qui, depuis 1 an et demi de massacre abominable, a fait valoir une liberté fondamentale, celle de dire non. Non à la loi du plus fort, de dire non au piétinement du droit international, de dire non à l'écrasement du peuple palestinien, de dire non aux assassinats d'enfants et d'innocents, de dire non. Incroyable début de discours où Guiraud affirme avec force sa position sur la Palestine. On ressent immédiatement sa passion et son engagement. Ce qui est remarquable ici, c'est comment il transforme cette prise de position en un acte d'identité française profonde. C'est brillant, il retourne complètement l'argument nationaliste contre Retailleau et les autres qui prétendent défendre la France. Guiraud montre que défendre les valeurs universelles est précisément ce que signifie être français. Sa voix devient plus intense quand il parle de dire non. Ce rythme répétitif crée un effet puissant qui électrise visiblement la salle. On sent qu'il touche quelque chose de profond chez son public. Retailleau et ses collègues sont incapables d'inspirer une telle réaction authentique car leur vision de la France est vide, basée sur l'exclusion plutôt que sur des valeurs positives. Guiraud réussit à transformer un sujet international en une question d'identité nationale française positive. C'est exactement ce genre de recadrage qui déstabilise ses adversaires. Nous ont menacés, ils nous ont intimidés, ils nous ont traînés dans des procès pour apologie du droit international et incitation à la paix. Le système diabolique, politico-médiatique nous a diabolisés, nous a dépeints comme une menace, mais nous au moins, on peut se lever le matin et se regarder dans la glace. Je le dis à nos adversaires qu'ils peuvent continuer à nous salir, à nous calomnier. Ils n'ont pas bien compris à qui ils avaient affaire, ceux qui sous-estiment notre détermination et qui pensent qu'ils réussiront à nous faire baisser les yeux ne sont pas bien lucides. Et s'ils ne me croient pas, eh bien qu'ils aillent demander à Meir Habib. Quel moment puissant! Guiraud expose frontalement l'hypocrisie du système politico-médiatique. Sa formulation est percutante. Apologie du droit international et incitation à la paix. Il renverse complètement la rhétorique utilisée contre lui. Ce passage révèle brillamment comment le pouvoir en place criminalise ceux qui défendent des principes humanitaires fondamentaux. La façon dont il articule cette contradiction est magistrale. On ressent l'indignation légitime dans sa voix, mais aussi une force tranquille qui vient de la certitude morale. Sa phrase finale « On peut se lever le matin et se regarder dans la glace » est un coup direct à Retailleau et à tous ceux qui ont choisi le silence ou la complicité. Ce qui est fascinant, c'est comment Guiraud utilise les propres prétentions morales de ses adversaires contre eux. Il ne combat pas sur le terrain technique ou légaliste où Retailleau se sent à l'aise, mais sur le terrain moral où il n'a aucune réponse. C'est une démonstration parfaite de comment retourner la rhétorique de l'adversaire contre lui-même. Notre engagement pour la Palestine nous oblige évidemment à n'être insensibles pour la souffrance d'aucun peuple. Et je pense particulièrement aux victimes du Congo. Ayons toujours proche de nous ce réflexe de l'internationalisme, raison pour laquelle vous pouvez voir les élus insoumis aux 4 coins du globe en ce moment, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui nous honore de par son activisme en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, et partout où il le faudra pour raviver la flamme de la solidarité internationale. Dans ce passage, Guiraud fait preuve d'une détermination impressionnante. Ce qui est fascinant ici, c'est comment il affronte directement les tentatives d'intimidation. Il ne se positionne pas en victime mais en combattant qui refuse de céder. Sa référence à Meir Habib est particulièrement percutante, un rappel des conséquences réelles pour ceux qui s'opposent à lui et à son mouvement. Cette confiance tranquille déstabilise complètement ses adversaires qui s'attendent à ce que l'intimidation fonctionne. Guiraud démontre ici que Retailleau et ses alliés ont mal calculé leur stratégie. Ils n'ont pas compris la résilience et la détermination de leurs opposants. On sent une force collective derrière ces paroles, comme si ce n'était pas seulement sa voix mais celle de tout un mouvement qui refuse d'être réduit au silence. Ce passage montre parfaitement comment Guiraud transforme les attaques en force, comment il puise dans l'adversité pour renforcer sa position plutôt que de l'affaiblir. C'est une leçon de résistance politique que Retailleau semble incapable de comprendre. Et de rester soudés face aux discours et aux pratiques racistes qui sont propagés par ce gouvernement et par l'extrême droite. Ce racisme, nous ne le connaissons que malheureusement trop bien, ici, à Roubaix. Ce racisme qui nous touche particulièrement en ce moment,
et qui touche particulièrement les Algériens et les Franco-Algériens, à qui je veux redire notre soutien fraternel face à une clique de ministres qui passent leur temps à s'agiter non pas pour défendre la France et ses intérêts. Guiraud frappe fort dans ce passage en exposant l'incohérence fondamentale des discours sur la grandeur nationale. Sa critique est d'autant plus puissante qu'elle vient après une mise en contexte international. Il dévoile comment le racisme promu par ce gouvernement et l'extrême droite est précisément ce qui affaiblit la France face aux défis mondiaux. L'ironie est mordante. Ceux qui prétendent défendre la grandeur française sont exactement ceux qui la sabotent. La façon dont il utilise la notion d'unité pour retourner le discours nationaliste est brillante. Retailleau et ses alliés n'ont aucune réponse à cet argument car leur vision repose sur la division. Guiraud montre ici une compréhension politique beaucoup plus sophistiquée que ses adversaires. Il expose non seulement leur racisme mais aussi leur incompétence stratégique. Ce passage révèle la vacuité intellectuelle derrière le discours de Retailleau et consorts. Ils n'ont pas de projet pour la France, seulement des boucs émissaires. Mais pour gagner un misérable congrès, celui d'une organisation politique qui a fait moins de 5% aux dernières élections présidentielles, notre ville et ses habitants sont logiquement meurtris par ces discours puisque nous avons une grande histoire de l'immigration. Ce moment est particulièrement incisif. Guiraud cible directement les ministres du gouvernement avec une précision chirurgicale. Sa formulation, une clique de ministres, est délibérément provocatrice et efficace. Il expose la mauvaise foi fondamentale de leur agitation contre les Algériens et Franco-Algériens. Ce n'est pas pour défendre la France mais pour gagner un misérable congrès d'un parti politique marginal. Le chiffre de moins de 5% est un coup direct à la légitimité de Retailleau. Guiraud utilise habilement les statistiques électorales pour montrer le décalage entre la virulence de leur rhétorique et leur faible représentativité. Le terme s'agiter est particulièrement bien choisi, réduisant leurs actions à des gesticulations désespérées plutôt qu'à une politique sérieuse. Ce passage montre la capacité de Guiraud à démasquer les motivations réelles derrière la rhétorique xénophobe. Il expose la petitesse politicienne qui se cache derrière les grands discours sur l'identité nationale. Ici, une histoire difficile, une histoire de l'exil, une histoire parfois tragique pour les familles qui se sont entassées dans les courées, dans des conditions terribles, mais c'est aussi une grande et belle histoire. Cette histoire, c'est celle de la France ouvrière qui s'est amassée dans les immenses usines de ma circonscription, à Roubaix, à Wattrelos, à côté aussi à Tourcoing, si mal représenté d'ailleurs aujourd'hui par l'odieux. Dans ce passage émouvant, Guiraud ancre son discours dans l'histoire concrète de sa ville. Ce qui est brillant ici, c'est comment il détourne la notion d'histoire de France utilisée par Retailleau et l'extrême droite. Il montre que la véritable histoire française est celle de l'immigration, du travail et de la solidarité. Sa description des conditions difficiles des courées touche directement au cœur de l'expérience populaire. C'est un coup fatal à la vision abstraite et mythologique de la France promue par Retailleau. Guiraud enracine son discours dans une réalité vécue, pas dans des fantasmes nationalistes. Sa référence à la France ouvrière est particulièrement efficace pour recadrer le débat sur l'identité. Il démontre que l'identité française authentique est indissociable de l'histoire de l'immigration et du travail ouvrier. Retailleau et ses alliés sont ainsi exposés comme des usurpateurs de l'histoire française, des imposteurs qui prétendent défendre une France qu'ils ne connaissent pas et dont ils méprisent les racines populaires. Et qui ont habillé l'Europe entière pour faire briller le pays dans le monde. Il faut dire à ce gouvernement que ce sont les nôtres qui ont fait tourner ce pays. Ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents que vous insultez aujourd'hui tous les jours à la télé. Eh bien, ce sont eux qui ont sacrifié leur santé pour enrichir le pays. Ce sont eux qui crachent leurs poumons à cause de l'humidité des usines de textile pendant que vous crachez votre venin. Ce sont eux qui entendent mal aujourd'hui à cause du bruit assourdissant des ateliers de production pendant que vous êtes sourds à leur peine, pendant que vous vous en prenez à leurs enfants. Retailleau, Bolloré, Darmanin, Le Pen. Cette séquence dégage une puissance émotionnelle extraordinaire. Guiraud défend avec passion la contribution des immigrés à la construction de la France. Sa répétition de « ce sont les nôtres » crée un effet rhétorique poignant. En utilisant le terme « les nôtres », il revendique ces travailleurs comme partie intégrante de la communauté nationale, défiant directement la rhétorique d'exclusion de Retailleau. Le contraste qu'il établit entre le sacrifice physique des travailleurs et la rhétorique venimeuse du gouvernement est saisissant. Ces métaphores corporelles, les poumons, l'ouïe, rendent l'injustice concrètement perceptible. C'est une humanisation puissante face à la déshumanisation pratiquée par ses adversaires. Lorsqu'il dit « pendant que vous crachez votre venin »,
On ressent une indignation authentique qui contraste fortement avec le discours froid et calculé de Retailleau. Guiraud ne se contente pas de débattre, il réveille une mémoire collective et une dignité ouvrière que la droite cherche à effacer. C'est une réappropriation puissante de l'histoire et de l'identité française face à ceux qui prétendent en être les gardiens. Tous ces gens n'ont produit rien d'autre que de la division et nous, les enfants de l'histoire de ces ouvriers, nous ne demandons aucune repentance, mais simplement un peu de respect et de reconnaissance. Commentaire aujourd'hui, la situation de nos compatriotes musulmans. Et j'en profite pour dire tout mon soutien au lycée Averroès, qui vient de gagner en justice. Incroyable confrontation directe, Guiraud nomme explicitement ses adversaires, Retailleau, Bolloré, Darmanin, Le Pen, et les accuse frontalement de n'avoir rien produit d'autre que de la division. Cette nomination directe est audacieuse et efficace. En les mettant tous dans le même panier, il expose leur complicité dans un projet commun malgré leurs prétendues différences. Sa demande de respect et reconnaissance plutôt que de repentance est particulièrement habile. Il déjoue ainsi l'accusation habituelle de culpabilisation tout en maintenant fermement sa position. Guiraud montre ici qu'il comprend parfaitement la rhétorique de ses adversaires et sait comment la contourner. Il parle d'une position de force, pas de victimisation. Sa référence aux enfants de l'histoire de ses ouvriers établit une continuité générationnelle qui donne une légitimité profonde à son discours. Retailleau et ses alliés sont ainsi présentés comme des intrus dans cette histoire, des privilégiés déconnectés qui jugent une réalité qu'ils n'ont jamais vécue ni compris. Qui retient l'argent qu'il doit légalement à cet établissement comme si c'était l'argent de sa mère. J'ai entendu récemment le ministre Retailleau dire, je cite, « pour nous », comme si on faisait maintenant de la politique avec des impressions, « pour nous, le lycée Averroès est un bastion de l'entrisme islamiste et un entrisme qui s'attaque à la jeunesse. » Monsieur le ministre de l'Intérieur, permettez-moi de vous citer un établissement privé qui s'attaque à la jeunesse. Cet établissement, c'est l'établissement Betaram, avec 150 plaintes pour violences et violences sexuelles. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si M. Bayrou était au courant. Dans ce clip percutant, Guiraud retourne magistralement l'accusation d'islamisme contre ses promoteurs. Il cite directement Retailleau à propos du lycée Averroès puis, dans un mouvement rhétorique brillant, expose aussitôt l'hypocrisie en évoquant l'établissement catholique Stanislas, impliqué dans des scandales de violence. C'est un exemple parfait de whataboutisme stratégique qui révèle un flagrant deux poids deux mesures. La mention des 150 plaintes pour violences et violences sexuelles est d'autant plus percutante qu'elle contraste avec l'absence de faits concrets dans les accusations de Retailleau contre Averroès. Guiraud démontre ainsi que la prétendue volonté de protéger les jeunes est en réalité sélective et instrumentalisée. Il enchaîne avec la mention du crime de Grande Sainte, suggérant un possible meurtre islamophobe, montrant que la violence réelle émane souvent de ceux qui prétendent protéger la société. Ce clip met en lumière la mauvaise foi fondamentale de Retailleau et de ses alliés, dont l'indignation dépend toujours des préjugés idéologiques qu'ils veulent entretenir. Qui était venu à Roubaix, qui a fini à faire 4,7% aux dernières élections, c'est-à-dire que l'argent qu'elle a engagé pendant sa campagne présidentielle n'a pas été remboursé. Ce n'est pas les Arabes qui l'ont dépouillé, hein, juste son mauvais score. Éric Zemmour, qui passe son temps à traiter les Français musulmans d'antisémites, a quant à lui été récemment condamné par la justice pour avoir déclaré que Pétain avait, je cite, sauvé des Juifs. Alors lui aussi a fini par avoir de gros soucis d'argent avec son parti, suite à une scission politique, mais je vous rassure, c'est pas un Africain qui est parti avec la caisse, c'est juste Marion Maréchal Le Pen. Quel moment de bravoure et d'humour cinglant! Guiraud démonte Valérie Pécresse et Éric Zemmour avec une ironie dévastatrice. Sa façon de souligner leurs échecs électoraux et financiers est brillamment construite. La punchline sur Pécresse, c'est pas les Arabes qui l'ont dépouillé, juste son mauvais score. Retourne complètement la rhétorique xénophobe contre elle-même. De même pour Zemmour, l'ironie de voir celui qui accuse les musulmans d'antisémitisme être condamné pour des propos sur Pétain est soulignée avec une précision chirurgicale. La chute sur Marion Maréchal Le Pen qui part avec la caisse est un coup de grâce comique qui expose l'hypocrisie fondamentale de l'extrême droite.
Ce qui est particulièrement efficace ici, c'est comment Guiraud utilise l'humour pour désamorcer la rhétorique anxiogène de ses adversaires. Il les réduit à leur dimension réelle des politiciens opportunistes aux carrières chancelantes. Retailleau, associé à ces figures, se retrouve implicitement rangé dans la même catégorie de politiciens cyniques et inefficaces. Tous ces politiciens qui nous parlent de grands remplacements en permanence à la télé, les mêmes qui ont soif de ministère plus que de savoir, ils ne connaissent pas notre histoire. Notre pays, et plus particulièrement notre département, et plus particulièrement notre ville, n'ont jamais connu autre chose que le brassage continu des populations, à tel point que Roubaix, dès le XIXe siècle, concentrait plus de la moitié de ses habitants qui n'étaient pas français, ils étaient belges. Et quand on connaît l'histoire, il est assez surprenant de voir à quel point elle se répète. On retrouve les mêmes tensions, les mêmes causes, les mêmes émetteurs. Dans les années 1890, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans les villes minières, notamment, les Belges sont victimes de la xénophobie à tel point qu'on entend dans les rues « Ah bah les Belges !» Guiraud délivre ici une leçon d'histoire magistrale qui démolit complètement le mythe du grand remplacement, cher à Retailleau et à l'extrême droite. En révélant que Roubaix avait déjà plus de la moitié d'habitants non français belges dès le XIXe siècle, il expose l'ignorance historique de ceux qui s'autoproclament défenseurs de l'identité française. Sa formule « Ils ne connaissent pas notre histoire » est d'une simplicité dévastatrice. Le parallèle qu'il trace avec les persécutions passées des Belges et des Italiens est particulièrement puissant, montrant la répétition cyclique des mêmes mécanismes xénophobes. Quand il évoque le massacre des Italiens à Aigues-Mortes, il ancre son analyse dans une réalité historique précise et tragique. Ce faisant, il dévoile la continuité historique des rhétoriques d'exclusion et leurs dangers concrets. Retailleau et ses alliés sont ainsi présentés comme les héritiers inconscients ou cyniques d'une tradition xénophobe française qu'ils perpétuent tout en prétendant défendre la France. Celle des discours d'une élite complètement déconnectée, celle de patrons qui essayent de se faire de l'argent sur le dos des ouvriers et qui ne pensent qu'à diviser la population pour mieux régner. Ce qui a fait de nous, dans le Nord et les Hauts-de-France, une grande et belle communauté humaine rassemblée autour d'une grande histoire. C'est cette histoire ouvrière, cette histoire des conquêtes sociales, celle de l'invention du logement social, celle de l'invention du code du travail après la catastrophe de Courrières, celle des avancées sociales qui ont bénéficié à des millions de Français. Dans ce clip percutant, Guiraud expose les véritables causes structurelles du racisme. Sa déconstruction est implacable. Il désigne une élite complètement déconnectée, et des patrons qui essaient de se faire de l'argent sur le dos des ouvriers. C'est un coup direct au cœur de la stratégie de Retailleau et consorts qui consiste précisément à diviser la population pour mieux régner. Ce qui est remarquable ici, c'est comment il replace le débat sur l'immigration dans un cadre d'analyse de classe. Il montre que la xénophobie n'est pas un phénomène spontané mais un outil de domination sociale. Cette analyse démasque la fonction politique réelle du discours de Retailleau, détourner l'attention des véritables rapports de pouvoir économique. Guiraud oppose à cette stratégie de division la vision d'une grande et belle communauté humaine unie par une histoire commune de lutte sociale. Il offre ainsi une alternative concrète et positive au nationalisme excluant de ses adversaires. C'est une démonstration brillante de comment la gauche peut répondre efficacement à la rhétorique xénophobe en proposant un récit inclusif ancré dans l'histoire sociale. Mené notamment sous l'égide du maire socialiste de Roubaix et ministre du Travail du Front populaire, le résistant Jean Lebas. Voilà notre fierté, voilà notre identité profonde, voilà notre histoire. Comme dirait ma compagne, une fois qu'on parlait de ces débats interminables sur l'identité française, elle m'a répondu un jour « Mais tu sais David, nous dans le Nord, on n'a jamais été autre chose que nous-mêmes. » Ce clip est d'une force extraordinaire car Guiraud y redéfinit complètement l'identité du Nord et des Hauts-de-France. Au lieu de l'identité fermée et défensive promue par Retailleau, il propose une identité construite autour de l'histoire ouvrière et des conquêtes sociales. Sa liste l'invention du logement social, l'invention du code du travail, les avancées sociales constituent un véritable contre-récit historique. La référence au maire socialiste de Roubaix et ministre du Travail du Front populaire, le résistant Jean Lebas, ancre ce récit dans des figures historiques concrètes, opposées implicitement aux héros nationalistes célébrés par la droite. Sa répétition de « voilà notre fierté »,« voilà notre identité profonde »,
Voilà notre histoire crée un effet rhétorique puissant qui résonne comme une affirmation collective. L'anecdote personnelle sur sa compagne ajoute une dimension intime et authentique qui contraste avec le discours abstrait de Retailleau sur l'identité. Guiraud réussit ici à reprendre possession du terrain de l'identité régionale et nationale, montrant que la gauche peut proposer un patriotisme alternatif ancré dans les luttes sociales. Par sa politique publique, vient d'annuler 3,1 milliards d'euros de crédits budgétaires. Parmi les annulations de crédits sont concernés, je vous cite, 140 millions pour la mission agriculture, pour un gouvernement qui était au chevet des agriculteurs, on appréciera, 211 millions pour la mission aide au développement, 70 millions pour la mission cohésion des territoires, pour un gouvernement qui se disait au chevet des territoires, c'est pareil, 100 millions pour la culture, 549 millions pour la mission écologie, 500 millions pour la mission économie, bref, des coupes franches décidées malheureusement sans aucun débat politique et sans aucun débat parlementaire. Bien sûr, on a quelques échanges. Guiraud frappe fort dans ce clip en exposant l'hypocrisie du gouvernement à travers des chiffres précis. Sa révélation des 3,1 milliards d'euros de crédits budgétaires annulés est d'autant plus percutante qu'elle vient juste après l'évocation des luttes sociales actuelles. Le détail méthodique des coupes secteur par secteur, agriculture, aide au développement, cohésion des territoires, culture, écologie, économie, construit un réquisitoire implacable. L'ironie mordante sur les agriculteurs. Pour un gouvernement qui était au chevet des agriculteurs, on appréciera et sur les territoires expose la contradiction entre les discours et les actes. Ce qui est particulièrement efficace ici, c'est comment Guiraud utilise des données précises pour démontrer la mauvaise foi fondamentale de Retailleau et du gouvernement. Il ne se contente pas d'accusations générales mais s'appuie sur des faits vérifiables. Sa dénonciation de l'absence de débat parlementaire sur ses décisions renforce encore l'accusation de gouvernance antidémocratique. Retailleau est ainsi présenté non seulement comme un idéologue diviseur mais aussi comme un gestionnaire incompétent et autoritaire. Le CICE, transformé en exonération de cotisations, des politiques qui permettent aux grands groupes, pas aux boulangers du coin, c'est pas le fleuriste ou le boulanger de la rue de l'Épaule qui bénéficie de ces exonérations. Pour permettre à ces grands groupes d'engranger toujours plus de bénéfices, de dividendes. Et ces dividendes ne vont plus dans la machine de production, mais tout simplement dans la poche des actionnaires. Ces luttes ne sont pas finies. Nous avons réussi il y a quelque temps quelque chose qui ne s'était pas fait depuis plusieurs décennies dans ce pays. Nous avons fait tomber un gouvernement. Dans ce clip économique incisif, Guiraud dévoile un mécanisme fondamental de captation des richesses publiques. Sa description du détournement de la TVA est particulièrement efficace car elle connecte l'abstraction économique à l'expérience quotidienne des gens, celle que vous payez au supermarché dans votre caddie de course. Il souligne l'injustice de cet impôt qui frappe les classes populaires et les classes moyennes plus fortement tout en étant détourné au profit des grands groupes. Le chiffre de plus de 100 milliards d'euros par an donne une dimension concrète à ce scandale. Guiraud montre ici une compréhension détaillée des mécanismes économiques que Retailleau et ses alliés préfèrent maintenir dans l'ombre. Sa distinction entre les petits commerces, ce n'est pas le fleuriste ou le boulanger de la rue de l'Épaule et les grands groupes, déjoue habilement la rhétorique pro-entreprise de la droite. En expliquant comment les dividendes vont dans la poche des actionnaires plutôt que dans la machine de production, il expose la contradiction fondamentale d'un système qui prétend promouvoir la création de richesses tout en l'entravant. Et nous sommes prêts, s'il le faut, à réitérer. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur des élections. Nous n'avons pas peur des retours aux urnes. Nous n'avons pas peur parce que nous nous en remettons au seul arbitre qui soit dans ce pays, c'est-à-dire le peuple. Et je constate que d'élection en élection, ceux qu'on présentait comme ceux qui s'en foutent, comme ceux qui sont désintéressés, parce que c'est comme ça qu'on parlait notamment de Roubaix, pas de chance pour eux. Dans cette conclusion puissante, Guiraud passe à l'offensive politique directe. Sa référence à la chute du gouvernement est un rappel de la force concrète de son mouvement. Sa répétition de « nous n'avons pas peur » crée un effet de détermination collective impressionnant. Ce qui est particulièrement efficace ici, c'est comment il inverse la perception habituelle. Ce n'est pas l'extrême droite qui représente la force du peuple contre les élites, mais bien son mouvement qui s'en remet au seul arbitre qui soit dans ce pays, c'est-à-dire le peuple. Son observation sur l'augmentation de la participation électorale à Roubaix est une réfutation directe.
du narratif de désintérêt politique des quartiers populaires promu par Retailleau et consorts. La menace implicite d'une participation qui pourrait tripler lors des prochaines élections est une projection de puissance politique qui contraste avec l'image d'impuissance souvent associée aux quartiers populaires. Guiraud termine ainsi sur une note de confiance et de détermination qui laisse Retailleau et l'extrême droite sur la défensive face à une force politique en pleine ascension.